Dans un premier temps, peut-être quelques mots pour vous introduire tous les trois. Je vais commencer avec vous, donc Loïc Corré. Peut-être un petit mot pour commencer sur les récentes réformes territoriales. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la gestion de l'eau? Bien, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. Vous me parlez beaucoup quand vous parlez des nitrates, des phytos et de tout ça pour la Bretagne dans les années 2007, puisque j'étais effectivement partie prenante de ces opérations-là sur mon bassin versant. Et je me félicite de retrouver ici avec vous une discussion sur ces sujets-là qui sont vraiment fondamentaux. Je suis pas sûr, je ne sais pas si l'eau est un levier pour le développement. Je suis sûr que c'est une impérieuse nécessité en termes d'attractivité et de développement. Ça, c'est certain. Donc je crois qu'on se retrouve tous autour de ces mêmes enjeux. Et il est certain que la façon dont l'ADCF, l'Association des communautés de communes de France, avec l'AMF, avec l'agence Rhône Méditerranée Corse, parce que j'ai toujours l'habitude, moi, de parler Loire-Bretagne, vous voyez, hein, c'est la mienne, quoi, la grande agence Loire-Bretagne. Donc merci de ce partenariat, parce que c'est très porteur d'avenir dans tout ça. Alors vous évoquez effectivement la question là, est-ce que c'est bien? On est en plein changement. Monsieur Barnier évoquait tout à l'heure les nécessités de stabilité à un moment donné. Mais là, on est en plein dans le changement du fait justement de les lois de 2010, puis la loi NOTRe qu'on vient d'avoir, nous change beaucoup la donne. Alors, je crois qu'il faut d'abord resituer ça dans un petit contexte qui est quand même celui de la situation économique générale du pays, parce que ça a des implications sur justement le développement. On parle aujourd'hui, vous le savez, de 12,5 milliards de réfaction sur les dotations des collectivités d'ici à 2017. Vous n'y échappez pas, les agences, puisque vous avez une réfaction aussi de 170 millions par an sur vos fonds de roulement. Autant d'argent qui ne va pas aller sur l'investissement après. On le sait bien. On ne le retrouvera pas quelque part. Donc, il y a un vrai débat autour de ça. J'ajouterai un point que nous avons un peu abordé tout à l'heure. Ce sont les normes, tout ce qui tourne autour à la fois du stock de normes et du flux de normes supplémentaires qui, effectivement, nous posent quelques problèmes dans notre quotidien. Quelques chiffres comme ça. Aujourd'hui, il faut 6 ans pour accorder une éolienne, en moyenne. 6 ans. Aujourd'hui, il faut 5 ans pour monter une zone industrielle. Et il faut 2 ans à 3 ans pour intervenir dans des ouvrages sur des rivières. Autant de sujets qui nous posent des questions d'intervention et d'efficacité économique derrière. Donc, nous avons des sujets comme ça. Il ne faudrait pas que, quand on a des bonnes idées ici sur, par exemple, faire des choses supplémentaires, ça ne soit pas nous combler ici pour nous accabler demain. Donc il faut avoir cette vision aussi des choses de ce point de vue-là. Concernant maintenant la question précise que vous me posez, il est évident que nous, les collectivités intercommunales, nous réjouissons de ce changement et de cette prise de compétence 2020 pour le petit cycle de l'eau, on est bien d'accord. Hein. On voit qu'aujourd'hui on a 35 000 à peu près services publics de l'eau, dont 24 000 collectivités gérées à peu près à 70% en régie, à peu de choses près. Je crois que c'était un émiettement sur lequel tout le monde était d'accord. Et que sur le petit cycle de l'eau, eau et assainissement, je lis les deux bien évidemment, parce qu'il est difficile de ne faire que l'eau sans parler de ce qui tourne autour des réseaux globalement. La fonction d'une intercommunalité, avec le débat de l'agrandissement des intercommunalités telles qu'elles vont être aujourd'hui, est véritablement une fonction d'avenir, une organisation qui permettra de la sécurisation, de la professionnalisation, du savoir-faire, de l'expertise, y compris même quand on est en régie avec les entreprises, parce qu'on a toujours besoin des autres, dans tous les cas, pour nous permettre effectivement de rendre un service efficace. On voit bien que ça ne suffit pas comme ça. Cette prise en charge par des intercommunalités plus ou moins importantes, et plus importantes que moins dans les temps qui vont venir, ne nous exonère pas, des solidarités extra-communautaires. Les syndicats de l'eau, par exemple, les syndicats départementaux ont une valeur indiscutable, comme les syndicats d'énergie, comme les centres de gestion, parce qu'ils fédèrent au niveau départemental sur des problèmes notamment d'interconnexion, de choses comme ça, qu'aucune communauté peut faire. Il y a une évidence absolue. De la même manière que le débat sur les réseaux et les bassins hydrographiques reste extra-communautaire parce qu'aucune limite administrative ne va gérer les bassins versants. Nous sommes effectivement sur des limites géographiques et il faut les prendre comme telles. Tous les débats que Michel Barnier évoquait tout à l'heure sur la lutte contre les nitrates, les phytos, ça c'est sur les bassins versants et il faut s'organiser de ce point de vue-là en termes de bassins versants, de SAGE, de SDAGE pour des raisons d'efficacité évidente. Ça demande une collaboration à partir de zones qui soient suffisamment fortes pour le faire. Aujourd'hui, on le sait bien, un certain nombre de communes ne sont plus en capacité d'évoluer comme ça.
Par contre, on peut dire que sur l'assainissement, on est sans doute sur un sujet différent, puisque l'assainissement est lié directement à des aspects plus locaux et qu'on n'est pas obligé de se retrouver dans des grands schémas de ce point de vue-là. Je le sais sur mon secteur à moi, j'ai 12 000 équivalents habitants sur la station d'épuration principale en domestique, mais j'ai 400 000 équivalents habitants en économique, puisque c'est des abattoirs. Donc vous voyez la charge de pollution que ça implique. Donc nous sommes sur des sujets qui sont effectivement liés à des opérations locales. Mais là aussi, il faut se poser d'autres questions. C'est est-ce que chacun maintenant doit garder sa lagune, doit garder sa petite station comme il fut un temps c'était? Je crois qu'il y a des questions qui se posent d'interconnexion, de mutualisation qui me paraissent tout à fait indispensables. Donc sur cette question très précisément, nous prenons acte de ce changement, nous avons à le mettre en œuvre, nous l'avons souhaité, donc effectivement, moi je le suis depuis 2001, on a l'eau, l'assainissement en compétences communautaires, et pas une commune aujourd'hui ne voudrait s'en aller du fait justement de cette sécurisation. Donc je crois que c'est un vrai chantier qui est ouvert à nous. On va sans doute passer de 24 000 à quoi 1000, 1500 sans doute opérateurs de ce point de vue-là. Ça va être un vrai changement culturel dans les 4-5 ans qui viennent, mais c'est un vrai débat que nous devons avoir pour nous organiser différemment sans doute, et plus efficacement évidemment. On reviendra sur l'investissement après. Merci. Pascal Amé, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, le vice-président de Canalisateurs de France. Donc, effectivement, on a parlé des innovations technologiques, et entre les nouveaux marchés de l'eau et les marchés plus classiques de l'eau. Donc, il y a des sources d'emploi, bien sûr, mais aussi vous êtes confronté à ces problèmes liés aux baisses dans les budgets. Bonjour, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. D'abord, je suis ravi de participer à ce colloque. Alors, moi aussi, je représente aussi une agence de bassin, c'est Seine-Normandie, dans lequel pour laquelle je participe à ce comité de bassin en tant que membre. Et puis, j'exerce aussi dans un petit village d'Île-de-France des fonctions d'élu, et donc confronté à petite échelle aux problématiques que vous venez d'évoquer, Monsieur le Président. Et puis, tout à l'heure, Monsieur le Ministre évoquait le Grenelle de l'environnement. On a pris conscience il y a quelques années déjà qu'en France, on perd tous les ans 1 milliard de mètres cubes. 1 milliard de mètres cubes qui sont prélevés, traités, envoyés dans un réseau et qui disparaissent. Parce que les réseaux fuient. Et aujourd'hui, le rythme de renouvellement de ces réseaux, il est extrêmement modeste, puisqu'on doit construire à peu près entre 5 et 6 000 kilomètres de réseaux que l'on renouvelle sur, en eau potable, 1 million de kilomètres. Quand on essaie d'estimer ce que représente ce taux de renouvellement, en gros, il faut imaginer qu'on va remplacer une canalisation au bout de 180 ans. Initialement, elles n'ont pas été prévues pour ça, enfin, pour une durée aussi longue. Alors, effectivement, quelques-unes ont une durée de vie qui va permettre de pouvoir maintenir un fonctionnement de la distribution qui soit correct. Cela étant, ce n'est pas le cas partout, et on a utilisé des matériaux divers et variés au fil des siècles, qui aujourd'hui, que ce soit l'amiante, que ce soit certaines fontes, que ce soit certains PVC, se sont dégradés certainement plus rapidement que ce que l'on pouvait l'imaginer. Juste pour ma gouverne, la France se situe où, Michel Barnier, vous pouvez peut-être nous aider là-dessus. Au niveau européen, il y a beaucoup de pertes d'eau. La France se situe où? C'est le même problème dans tous les pays? Parce que j'ai animé pas mal de tables rondes où on dit que c'est la même chose. Le problème des fuites, la France n'est pas... On a construit dans tous les pays des réseaux avec les mêmes matériaux. Hein, les constructeurs de canalisation, les fabricants plutôt de tuyaux sont des entreprises de niveau européen, voire mondial. Donc les procédés de fabrication ont été à peu près identiques, les procédés de pose aussi. On a fait beaucoup de progrès en France, on a mis en place un certain nombre de documents comme des chartes qualité pour les réseaux d'eau potable, d'assainissement, qui sont devenus des exigences des agences de bassin pour permettre le financement. Alors moi je les appelle les guides de bonne conduite, parce que le mot conduite revient et que ça me paraît être comment dire, une façon de les dénommer.
elles ne doivent pas faire peur aux utilisateurs parce qu'en fait, elles ne font que réexpliquer qui doit faire quoi à chaque étape de la construction d'un projet, depuis le maître de l'ouvrage qui a un certain nombre d'obligations jusqu'à l'exploitant, en passant par l'entreprise, le maître d'œuvre et son assistant maîtrise d'ouvrage. Donc il y a un certain nombre de sujets qui ont été réécrits pour expliquer réexpliquer ce qu'étaient les règles de l'art et qui doivent permettre aujourd'hui de construire des réseaux pérennes et d'assurer ce qu'est le thème de notre colloque, c'est-à-dire être un levier de croissance. Je représente une profession qui souffre énormément aujourd'hui. Hein, les perspectives d'activité sont pas bonnes. Effectivement, vous évoquiez, Alex, la problématique des financements, même si on est dans un domaine qui est un petit peu à part par rapport à celui des autres infrastructures, puisque on a, depuis les lois sur l'eau, et vous évoquiez celle qui vient de fêter son soixantenaire, qui permettait donc de faire en sorte que l'argent de l'eau allait à l'eau. C'est plus tout à fait vrai. Un syndicat ne peut pas se financer souvent tout seul, mais il y a un certain nombre de possibilités qui existent. On y reviendrait peut-être un petit peu plus tard dans le cadre de notre discussion. Et donc, on a des savoir-faire qu'on est en train de voir disparaître à petit feu, puisqu'on finit par réduire la taille de nos entreprises parce que l'activité manque, alors que potentiellement, il y a de quoi travailler, il y a de quoi financer et de sécuriser encore un peu plus le niveau de qualité de distribution de l'eau potable. Et puis, tout à l'heure, vous parliez de l'assainissement. Là aussi, on a une vision qui est un petit peu moins bonne sur la qualité de dégradation. Autant on sait voir qu'une route est dégradée parce qu'on va voir un nid de poule et on va savoir le réparer. Une fuite dans un réseau, on ne la voit pas tout de suite, et encore moins dans un réseau d'assainissement. Et c'est un petit peu une bombe à retardement, puisque cette eau polluée qui transite dans les canalisations pour aller vers des stations de traitement, mais elle rentre dans le terrain et elle pollue le terrain. Et alors, un degré moindre peut-être que ce que vous évoquiez tout à l'heure avec les produits phytosanitaires, mais néanmoins, là aussi, il y a quelque chose à faire, sachant qu'on dispose aujourd'hui de technologies qui permettent d'intervenir rapidement et de façon fiable et de façon pérenne. Merci beaucoup. Alors, Thierry Mallet, donc l'industriel, vous êtes directeur de l'innovation et de la performance industrielle au groupe Suez Environnement. Je connais l'implication de votre groupe, parce que j'anime des conventions pour vous depuis 15 ans à peu près, mais c'est une coïncidence, c'est pas moi qui vous ai invité. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps comment Suez Environnement, une entreprise internationale, voit donc les enjeux de l'eau, mais sans trop faire la pub de Suez, nous parler d'innovation de manière générale, des nouvelles technologies dont vous parliez, Michel Barnier. Oui, donc merci. Bon, le micro marche, oui. Bon, bonjour, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis ravi également d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner en 3 grandes idées la façon dont nous voyons les enjeux, mais dont les enjeux de l'eau s'opposent aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est uniquement la vision de Suez. Et après, je vais essayer d'amener quelques key enabling technologies face à ces enjeux de l'eau, parce que c'est des technologies françaises et que c'est la preuve que le marché de l'eau, il n'est pas juste français, il est mondial, et que nous avons l'opportunité, nous, entreprises françaises, PME et grands groupes, de prendre un rôle important sur ce marché-là. Alors, les enjeux de l'eau, le premier, c'est aujourd'hui, c'est 2 milliards d'habitants qui n'ont pas l'accès à l'eau, donc qui n'ont pas accès au pipe water, et c'est plutôt un chiffre qui est en croissance aujourd'hui, notamment du fait du développement urbain et de la croissance des zones urbaines et des nouvelles consommations. Donc ça, c'est un premier enjeu. Ça va d'ailleurs faire partie des objectifs de développement durable de l'ONU que de réduire ce gap et d'essayer justement d'apporter de l'eau à ces 2 milliards de personnes. Alors, apporter de l'eau, ça veut dire apporter de l'eau de manière physique, avec des réseaux, c'est avoir la ressource, mais c'est également donner l'accès à l'eau à toutes les couches de population, quel que soit leur revenu, d'où la nécessité aussi d'inventer dans le domaine de la tarification et de l'accès à l'eau. Le deuxième chiffre, et je dois avoir une slide, voilà, elle apparaît, c'est que du fait de la croissance et du développement, à l'horizon 2025, 30% de la population va se trouver dans des zones de stress hydrique, où il n'y aura plus suffisamment d'eau entre les différents besoins, agriculture, industrie, consommation humaine. Et ça, et si on se met à 2050, c'est plutôt 50% de la population qui va être dans des zones de stress hydrique. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un enjeu extrêmement fort d'accès à l'eau. Et le changement climatique va avoir des conséquences très importantes, peut-être pas en France, mais dans certaines zones. Nous savons très bien qu'avec le changement climatique, le régime pluviométrique,
l'alternance des périodes de sécheresse et de pluie va faire que la ressource en eau n'aura pas la stabilité qu'on lui a connue et qu'il faut développer de nouvelles solutions indépendantes du climat. Et il faudra, dans ce domaine-là, s'adapter. Ça a déjà démarré, l'adaptation est devenue une priorité. On a des exemples, on a l'Australie, on a la Californie, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le troisième chiffre, le troisième thème, c'est effectivement l'assainissement. Dans le domaine de l'assainissement aujourd'hui, uniquement 20% des eaux sont traitées de manière satisfaisante dans le monde. Ce sont des chiffres de l'UNESCO. C'est-à-dire qu'elles sont à peu près traitées de manière satisfaisante à peu près à niveau de 70% dans les pays développés et c'est de l'ordre de 8% dans les pays en voie de développement. Alors c'est un enjeu sanitaire, clairement, mais c'est également l'enjeu d'une ressource, parce que l'eau usée est une ressource, elle peut être réutilisée. Ce qui m'amène à vous parler des solutions. Je vais le faire rapidement puisqu'il existe des solutions. La première dont je voudrais parler avec vous, c'est le reuse. C'est la capacité qu'on a de prendre cette eau usée et de la réutiliser, de s'en resservir. Là, vous avez derrière moi une photo d'une usine qui est West Basin, que nous avons réalisée, qui se trouve juste au sud de Los Angeles, qui reprend l'équivalent de 200 000 m3 d'eau usée en provenance de Los Angeles. Il y a juste un traitement primaire. Et cette eau, elle est traitée avec 5 qualités différentes. La première qualité de base, c'est de l'eau pour l'irrigation, qui part pour aller alimenter des golfs dans la région. Après, vous avez de l'eau qui part sur des raffineries, puisqu'il y a pas mal de raffineries dans la région, avec différents types de qualités industrielles. Et la dernière qualité, c'est de l'eau potable, qui n'est pas utilisée comme de l'eau potable, mais qui est aujourd'hui réinjectée dans la nappe, avec une centaine de puits qui sont le long de la côte, qui permettent d'éviter les intrusions salines. Et cette eau, d'ailleurs, va revenir un jour potable, parce qu'elle va être repompée dans quelques années, et on est en train de parler d'indirect potable reuse. Ça marche, ça existe, c'est en place en Californie. Ça, c'est un premier exemple. Quand on n'a pas effectivement cette eau, dans une zone dans laquelle on n'a même pas d'eau à réutiliser, il y a évidemment la solution du dessalement, qui devient une réalité dans beaucoup de pays. C'est une réalité en Espagne, c'est une réalité maintenant aux États-Unis, en Californie. Vous avez derrière moi l'usine de Melbourne, qui est une usine quasiment avec une empreinte écologique zéro, c'est-à-dire que, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui est une usine d'une capacité de 450 000 m3 par jour, qui permet effectivement de fournir 25% de la demande de la ville de Melbourne. La stratégie de cette usine, c'est que dès que le seuil dans les réservoirs descend en dessous d'un niveau critique, on met en marche l'usine afin de maintenir ces réservoirs à niveau pour que dans les années de sécheresse, on ait suffisamment d'eau dans la région. C'est une véritable assurance, c'est de la technologie française, et c'est une usine complètement sans empreinte écologique, parce qu'elle est entièrement, l'énergie de cette usine est entièrement l'énergie éolienne. Il y a un champ de 300 MW qui alimente cette usine lorsqu'on a besoin d'eau. Donc c'est typiquement un exemple de mise en œuvre de savoir-faire français. Nous travaillons d'ailleurs avec des PME à des solutions encore plus innovantes en matière de savoir-faire. Le troisième exemple, c'est les exemples des systèmes intelligents qui permettent effectivement en temps réel de repérer les fuites, donc de venir les réparer, qui permettent aussi d'anticiper les orages. Nous avons mis au point un système qui permet en temps réel, 6 heures à l'avant, de prévoir un incident pluviométrique, de modéliser l'impact sur les réseaux, grâce à ça de vider les réseaux de manière préventive ou de traiter l'eau, ce qui permet de stocker l'eau dans les réseaux. On l'a mis en place pour le SIAP en région parisienne. Ça a permis d'augmenter la capacité de stockage dans les réseaux de manière virtuelle, mais enfin de manière physique, grâce à ce système virtuel, de l'ordre de 15 à 30%, et d'éviter à la fois les inondations, l'impact des inondations, et les décharges d'eau non traitée en Seine. Donc et aujourd'hui, on est en train de mettre en place ce système, qui va d'ailleurs être mis en place dans la région à Marseille, et on est en train de l'installer à Singapour pour la région de Marina Bay, où l'eau d'ailleurs est destinée à être réutilisée, puisqu'il y a un enjeu extrêmement fort de l'eau à Singapour. Ça a permis, dans le cas de la région parisienne, la capacité de stockage qu'on a réussi à créer, avec un investissement d'une vingtaine de millions avec le système et tous les capteurs dans le réseau, d'économiser un investissement de 250 millions en capacité de stockage supplémentaire. Voilà le type de solution. Donc beaucoup d'investissements, mais quelle est la croissance que tout ceci permet de générer? Alors, c'est pour moi le marché du dessalement, le marché du reuse, c'est des marchés en croissance au niveau international de l'ordre de 10% par an. Alors, on n'est pas les seuls acteurs. Il y a d'autres acteurs qui commencent à émerger. Les Français, Veolia, nous-mêmes et plein de petites PME qui nous accompagnent ont aujourd'hui des positions de leader
qu'il faut conserver. On peut en reparler tout à l'heure. Il y a des solutions pour conserver ces solutions et garder ce savoir-faire en France pour continuer de l'exporter. Michel Barnier, je vous regardais, vous étiez donc très attentif à ces nouvelles technologies. Ça répond un peu à ce que vous avez dit dans vos propos introductifs. Est-ce qu'on pourrait passer un micro voilà. Merci. Non. Je suis attentif parce que c'est intéressant. Hein. Puis moi, j'apprends des choses, des chiffres. Je n'avais plus en tête le chiffre que vous avez cité tout à l'heure de 1 milliard de mètres cubes. 1 milliard de mètres cubes perdu. Perdu. Pour donner une idée, c'est l'équivalent du lac d'Annecy, tous les ans. De là ? Du lac d'Annecy. Ah oui. Pour essayer de trouver une image locale. C'est embêtant quand même. Même si ça fait moins d'eau que le lac du Bourget, mais enfin, ça fait beaucoup d'eau quand même. Non, je suis très content de ce qui vient d'être dit à l'instant aussi sur le lien entre technologie pour relever le défi de moins d'eau, notamment de ce que vous appelez le stress hybride, et puis le hydrique et l'emploi. Hein. Parce que derrière tous ces investissements, vous avez de l'emploi hein, en investissement et en fonctionnement. Hein. Donc moi, je vous ai dit tout à l'heure ma conviction que l'un des grands atouts de notre pays, c'est la qualité de ces grandes entreprises comme la vôtre, mais aussi de plus petites, de bureaux d'études, qui ont pris de l'avance, sans doute parce que la politique de l'eau a été, chez nous, l'une des premières. Hein. Politique publique qui a créé un cadre et qui a encouragé ou qui a obligé quelquefois. Mais du coup, on a une vraie base. Et quand on regarde les forces et les faiblesses de la France dans la compétition internationale, l'une des forces, c'est notre présence, grâce à des entreprises comme les vôtres, dans le secteur de l'environnement en général. Hein. C'est très important que vous donniez des exemples aussi comme ça, parce que vous avez cité beaucoup d'exemples où vous êtes présents, mais ce n'est pas en Europe, hein, c'est partout. Hein. Peut-être un mot de votre part, Loïc Corré, sur les investissements, mais aussi sur les contraintes budgétaires. Oui, c'est ce que je viens de vous dire sur les contraintes budgétaires, c'est que effectivement aujourd'hui, on a deux enjeux. On a à la fois l'enjeu de ce que représentent les réfactions de dotation de manière globale vers les collectivités. J'ai cité le chiffre tout à l'heure globalement. Ça représente des masses importantes, puisque on le sait déjà, et d'ailleurs, tout le monde est en train de s'en rendre compte aujourd'hui, notre investissement national baisse régulièrement. C'était encore un peu discuté. Le CFL, Comité des finances locales, l'a bien exprimé la semaine dernière. Là, je crois que petit à petit, tout le monde admet que la baisse de l'investissement est plus forte que ce que le gouvernement avait envisagé à un moment donné. Cette baisse de l'investissement est tout à fait fondamentale. Parce que quand nous avons des recettes de fonctionnement en moins, à un moment donné, le juge de paix de toutes les collectivités, c'est la capacité d'autofinancement. C'est comme les entreprises d'ailleurs. Hein. De ce point de vue-là, on est sur cette ligne d'horizon absolument indépassable sur laquelle nous devons avoir toujours une vision. Cette capacité d'autofinancement baisse régulièrement. Même si nous avons des capacités d'emprunt intéressantes, de toute façon, à un moment donné, il faut rembourser. Donc ça veut dire qu'elle baisse. Et si elle baisse, effectivement, nous sommes dans des conditions où les capacités d'investissement des collectivités, donc des entreprises, parce que alors là, la liaison, elle est claire, hein, est évidente. Prenons par exemple les réseaux, puisque c'est vraiment tout à fait fondamental. Aujourd'hui, la capacité brute, globalement, du bloc local par an, c'est 3,6 milliards d'euros. Brut par an. Or, les chiffres montrent que si on voulait simplement renouveler les réseaux de manière correcte, pour éviter le milliard qu'on évoquait tout à l'heure, c'est 6 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'on est dans un gap de ce point de vue-là qui ne permet pas encore aujourd'hui de nous retrouver dans des situations où nous entretenons notre patrimoine dans de bonnes conditions pour faire en sorte que la qualité et surtout la quantité soient préservées. Enfin les deux, soient préservées. Et on voit bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un effort important de fait, quoi qu'on en dise, sur la question de la totémisation de l'investissement pour les collectivités, derrière, tout le monde en subira les conséquences, et les entreprises notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut parler des canalisateurs, on peut parler du BTP de la même manière. Or, on voit bien que tous ces enjeux sont des enjeux qui sont liés directement à l'accroissement et l'attractivité des territoires. Vous avez parlé du tourisme tout à l'heure.
Moi, je vois bien que les sommes importantes qui ont été mises notamment sur le plan de lutte algue verte dans les territoires comme la Bretagne, sont vraiment fondamentaux. La casse médiatique de la Bretagne à un moment donné sur les problèmes d'algues vertes nous ont coûté bien plus cher que ce qu'on y met aujourd'hui, en termes de pertes pour le tourisme notamment. Et que tout ce qui se passe autour de ça a des conséquences derrière si on ne le fait pas. Michel Barnier l'a évoqué tout à l'heure. Si on ne fait pas aujourd'hui, on paiera cher demain. Donc, évidemment qu'il faut continuer de ce point de vue-là. Deuxièmement, on le sait aujourd'hui, l'eau, l'assainissement sont une règle impérative pour le développement de l'habitat. Vous n'avez pas de développement d'habitat dans le cadre des PLU, des PLUI, des SCOT, des SAGE, si vous n'avez pas derrière une ressource et un milieu récepteur capable effectivement, de permettre d'avoir de l'habitat, le développement de l'habitat. Et puis troisièmement, tout ce qui tourne autour de l'industrie. D'abord, ce sont les usines que vous avez montrées tout à l'heure pour développer les process. Mais derrière tout ça, vous avez parlé tout à l'heure de l'industrie. Moi, l'agroalimentaire, s'il n'y a pas d'eau de bonne qualité et s'il n'y a pas de traitement derrière, il n'y a pas d'agroalimentaire de bonne qualité et de bonne qualité exportatrice. Parce que c'est une capacité d'exportation tout à fait fondamentale. Donc on voit bien que le cycle en fait, que nous avons entre nous sur l'investissement qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, qui crée derrière du développement possible, est tout à fait impératif à tenir entre les collectivités qui sont les premiers donneurs d'ordre de ce point de vue-là, et les entreprises derrière qui vont effectivement enrichir le territoire de leur capacité à créer de l'emploi et de l'innovation. On voit bien que ça, c'est tout à fait lié. Nous sommes aujourd'hui dans ce débat-là. Les conférences nationales de l'investissement, le plan Juncker au niveau international, tout ce qui tourne autour des réseaux de manière générale, c'est-à-dire des mobilités, quelles qu'elles soient, des hommes, des connaissances et puis aussi des produits, sont tout à fait fondamentaux dans ce genre de débat. Et le plan Juncker doit pouvoir nous aider. Alors là, il faudra trouver les moyens dans les conférences nationales de l'investissement, les conférences régionales de l'investissement que les préfets développent à ce moment. Les entreprises y sont, d'ailleurs, toutes les entreprises y sont, pour faire en sorte qu'on priorise les investissements nécessaires à l'avenir. Et l'eau fait absolument... Les réseaux font absolument partie de ça. Alors, c'est vrai que quand on parle aux élus des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement, c'est pas très vendeur. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils préfèrent faire une zone industrielle, une médiathèque, une rue, un aménagement de quartier. Effectivement, ça se voit. Sauf que si on n'a pas les réseaux, on n'a pas ça non plus. Donc je crois qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir autour des enjeux de cet investissement-là. Merci beaucoup. Pascal Hamay et Thierry Mallet. Les nouveaux marchés, d'ici 10 ans, vous en saurez où? Quels sont les générateurs de croissance? Tout à l'heure, on évoquait le phénomène de reuse. Il y a si on revient juste sur le territoire national, il y a déjà des choses qui se font, notamment lorsqu'on traite des eaux usées, on récupère du méthane. Et récemment, vous avez dû entendre que la communauté urbaine de Strasbourg venait de raccorder au réseau de gaz la station d'épuration, c'est-à-dire que c'est la station d'épuration qui alimente la ville en gaz. Le SIAP, dont M. Marlet parlait tout à l'heure, est en train d'essayer de mettre au point un système qui, outre le méthane qu'il consomme pour le propre fonctionnement de son usine, donc on est dans un cercle vertueux de fonctionnement, cherche à liquéfier ce gaz pour l'utiliser pour ses propres véhicules. Donc on est dans des évolutions qui vont dans ce sens-là et qui pourraient continuer de se développer dans les 10 ans à venir. Tout à l'heure, j'évoquais les systèmes qui permettent de réparer les réseaux. Aujourd'hui, on sait réparer depuis l'intérieur, sans ouvrir de tranchées, des réseaux de façon très pérenne, avec des systèmes qui permettent d'introduire un tuyau dans le tuyau, de le faire durcir et de redonner une structure et une étanchéité, ce qui est la vocation primaire d'un réseau. Donc les perspectives, elles sont réelles. On parlait de financement tout à l'heure. Je parlais d'1 milliard de mètres cubes. Il y a aussi 1 milliard d'euros que la France n'a pas utilisé venant de l'Europe parce que les systèmes de fonctionnement des subventions de nos syndicats intercommunaux ne permettent pas. La France peut bénéficier de ces systèmes de subventions européennes si les régions de notre découpage national s'impliquent dans le financement. Alors là, on est dans un mouvement de concentration de régions et nous, on interpelle aujourd'hui les candidats en Île-de-France notamment sur ce sujet-là en disant est-ce que vous imaginez pouvoir
solliciter l'Europe en faisant en sorte que la région dont demain vous serez le président ou la présidente sera donc motivée à utiliser... Donc il y a tout ça. Moi j'anime un nombre incalculable de colloques européens où j'entends ça tout le temps. C'est qu'il y a des sous européens, mais on n'y a pas droit parce que... On n'arrive pas à s'en servir. Et donc, tout à l'heure, vous évoquiez la complexité et les normes telles qu'elles sont présentes chez nous. Le fait d'utiliser de l'eau pour faire de l'épandage, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas faisable en France. La réglementation ne le permettrait pas. Ou elle l'a permis, et on s'est rendu compte que quand on faisait de l'épandage, on dépendait aussi des métaux lourds, et donc on a arrêté de le faire parce que c'était dangereux pour la santé humaine. Donc là aussi, il y a aussi des process de traitement qui ont permis maintenant d'enlever ces métaux lourds, de même que demain, ces procédés de traitement permettront d'enlever tous les résidus de médicaments qu'on peut trouver aujourd'hui dans les rivières et qu'on ne sait pas encore filtrer. Alors Thierry Mallet, un petit mot, ou Michel Barnier, vous voulez compléter, puis Thierry Mallet, et puis je viens dans la salle, si vous voulez faire des remarques ou poser des questions, faites-moi signe, je vous donne le micro. Michel Barnier. Non, j'avais juste une question par rapport à ce que vous venez de dire sur les problèmes liés à l'épandage et ce que vous avez dit tout à l'heure sur cette usine que vous avez construite à Singapour ou ailleurs qui traite l'eau selon 5 ou 3 niveaux de qualité différents. Et vous pouvez rappeler quel est le volume de cet investissement et ma question c'est, est-ce que ce type d'investissement est reproductible dans des dimensions plus modestes, plus territoriales? Est-ce qu'on peut imaginer La réponse est oui. Le volume de l'investissement, je ne l'ai pas exactement en tête, mais je pense que l'usine, avec toutes les différentes filières de traitement, est plutôt de l'ordre de 200 millions de dollars. On est dans des normes américaines et ça coûte un peu plus cher aux États-Unis que ça ne coûterait chez nous. C'est un investissement qui était effectivement avait valeur de démonstration dans une région où l'eau, aujourd'hui, a un prix très élevé. D'ailleurs, aujourd'hui, ça s'autofinance puisque cette eau est revendue. Puisqu'elle est rachetée par les industriels, elle est rachetée par les golfs. Et le but, c'est d'avoir effectivement un système qui permet un fonctionnement et un retour. D'ailleurs, ça donne de la valeur à l'eau usée, qui n'en a souvent pas, puisqu'on est capable de la revendre. C'est des systèmes qui peuvent exister dans des toutes petites tailles, puisqu'aujourd'hui, on a des solutions qui existent au niveau d'une communauté, au niveau d'un immeuble. C'est-à-dire qu'au niveau d'un immeuble, vous êtes tout à fait capable aujourd'hui de reprendre une partie des eaux de l'immeuble, des eaux grises en particulier, des eaux par exemple de vaisselle, et de les réutiliser au sein de l'immeuble lui-même. Il y a des immeubles au Japon, il y a des immeubles en Australie, où on a un double réseau à l'intérieur de l'immeuble qui permet de la réutilisation. Et donc la consommation de l'immeuble, du coup, est réduite de moitié, puisque l'eau est utilisée 2 fois dans l'immeuble. Ces technologies, aujourd'hui, les coûts se réduisent très très rapidement, notamment grâce à l'arrivée des membranes, et de plus en plus, on est à des prix abordables. Dans le dessalement, on est typiquement à des prix qui sont de 80 centimes du mètre cube, sortie d'usine, ce qui est plutôt 4-5 fois ce que ça coûte aujourd'hui en traitement d'eau potable, mais ça reste des prix qui sont dans des endroits où vous n'avez pas d'autre solution, des prix pas ridicules, pour pouvoir réussir à effectivement produire de l'eau. Quand vous êtes en réutilisation, vous êtes plutôt à 40 à 50 centimes du mètre cube, mais ce qui fait toujours une eau chère, mais dans des régions où vous n'avez pas le choix, c'est une bonne alternative. Ça incite d'ailleurs à réutiliser cette eau, à s'en resservir, et très souvent d'ailleurs, dessalement et réutilisation vont de pair. C'est-à-dire que dans des villes en Australie où vous avez par exemple typiquement du dessalement pour fournir de l'eau, ils réutilisent 20 à 30% de ces eaux derrière parce que ça vaut la peine de les réutiliser, alors que chez nous, clairement, la régulation ne permet même pas de faire un test de réutilisation. On a quelques... Si je veux prendre cet exemple, nous avons construit en France une usine qui est prête à alimenter un golf. Ça fait 4-5 ans que ça dure. On n'a jamais pu connecter le golf parce que ce n'est pas autorisé, alors qu'on le fait en Californie, qu'on le fait en Australie, qu'on le fait en Espagne. Bon, les charmes de la réglementation française.